Voilà, donc on peut démarrer, je pense. Et la présentation d'ensemble, vous la connaissez, vous avez tous vu le dépliant, donc je ne vais pas entrer ni dans la chorégraphie des introductions, des remerciements, etc. Tout ça, c'est sous-entendu et tout autant sincère, malgré tout. Moi, j'avais l'habitude de faire comme ça, en parlant, mes exposés jusqu'à il y a pas très longtemps, mais la mémoire commençant à flancher, il est possible que parfois je doive lire de temps en temps. D'autant plus que c'est l'exercice de faire court, toujours, pour vous laisser l'espace de poser des questions, de dialoguer, mais que la contribution de base qui va inspirer les questions soit la plus brève possible. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec cette journée d'études, on ouvre un nouveau sujet de recherche qui n'avait jamais été fait, jusqu'à présent, jamais été touché. C'est la politique des Roms vis-à-vis des sociétés qui les entourent. Bon, il y a eu beaucoup de littérature qui a été faite, écrite, publiée, discutée, sous toute forme de médias, sur la politique de l'entourage vis-à-vis des Roms. Une grande partie de cette littérature, ce sont des rapports, souvent pleins d'autosatisfaction, sur les merveilles qu'ont fait les différents gouvernements, depuis les gouvernements locaux des communes, c'est-à-dire les municipalités, jusqu'à l'Europe, qui n'arrête pas tout le monde de faire des miracles dont on ne voit pas le résultat, en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans ce sens. Évidemment, le but, c'est de justifier les subventions qu'ils ont reçues pour faire ces politiques. Mais ça, c'est un tout autre sujet qui pourra faire l'occasion non pas d'une journée, il faudrait bien au moins une semaine ou 15 jours pour en discuter. Ce n'est pas ce qu'on va aborder ici. C'est se demander si les Roms ont une politique vis-à-vis de la société qui les entoure, ou si les Roms sont une masse inerte, simplement, qui subit les politiques des autorités, y compris la société civile, un petit peu comme si on était des ponts et des chaussées, ou si on était des eaux et des forêts, qui, eux, effectivement, subissent la politique plus ou moins écologique ou plus ou moins anti-écologique des gouvernements en place. Donc une question, c'est de savoir si il existe une politique des Roms, ou plusieurs politiques des Roms, plusieurs attitudes de type politique, plutôt que de dire des politiques, il vaut mieux parler d'attitudes à caractère ou à profil politique des populations romanies vis-à-vis des pays traversés, vis-à-vis des sociétés environnantes, etc. Si on arrive à définir ces attitudes, la deuxième question, c'est de savoir si elles relèvent de la politique. Et il faut analyser évidemment les circonstances, les stratégies, pour savoir si c'est de politique. Et la question va plus loin, puisque analyser les politiques qu'on aurait définies comme ça demande une lumière, demande des clés, demande des critères, demande des repères, des références. Est-ce que ces références, ça va être la vision politique de l'Occident du XXe siècle, ou est-ce que c'est le cadre plus large? Et là, on ouvre évidemment des liens avec des gens d'autres continents ou d'autres types de sociétés pour savoir si leur attitude, par exemple, l'anticolonialisme, quel type de politique c'est? Est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est une aspiration européenne? Etc. etc. Donc, comme toujours, quand on essaie de faire une journée d'études à l'INALCO ou des travaux, on tente d'ouvrir, de donner des clés pour un débat plus large en sortant du domaine Rome. Une autre question qu'on peut se poser, c'est dans ces attitudes qu'on pourra peut-être qualifier de politique, quelle est la part de l'attitude collective des masses et quelle est la part d'attitude de personnes qui vont diriger soit une personne seule, soit un groupe. Et ensuite, une autre question, ça va être après l'événement, dans un événement historique donné, comment distinguer la volonté individuelle de celle de la société, du mouvement populaire, spontané ou dirigé par une ou plusieurs personnes?
Et ensuite, comment ça va être décrypté par l'historien qui va s'intéresser. Je pense que c'est le contributeur hongrois, excusez-moi, qui est en train de chercher son chemin. Teşekkür. Ah. Déconnecté qui bilet, hein. C'est que Copurano, Capelapé et Camembert. Va au Purano, yek. Va. T'as six jarras, ça. Bon, j'éteins, ceux qui ne trouveront pas leur route, la demanderont le long du chemin. On met du temps pour s'éteindre, ces bestioles. Voilà. Et le troisième système de questions, c'est comment, je disais, ces événements ou ces mouvements vont être décryptés par les historiens. Bon, le sujet est vaste, comme vous voyez, mais on va essayer de l'aborder à partir de situations concrètes du point de vue d'une population de culture orientale, parvenue dans une Europe féodale, et qui a vu autour d'elle se développer une société de type occidental moderne, ou plutôt que de parler d'un type de société moderne, des structures de type occidental moderne. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore prouvé, malgré les efforts des orateurs et des polémistes, que la société, dans sa base populaire, ait vraiment changé de point de vue vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de l'actualité, qui devient ensuite l'histoire, même si les élites tiennent beaucoup de discours sur la justice, les droits de l'homme, l'égalité, la fraternité, etc. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est perçu dans la population largement majoritaire simple? Je ne sais pas. Donc il faut remettre ça en question. Alors pour revenir à au premier aspect, celle de l'existence ou non d'une politique des Roms vis-à-vis des sociétés environnantes, on manque beaucoup de matière. On manque beaucoup de matière parce que au cours de l'histoire, les Roms n'ont pas écrit leur propre histoire. Ce qui n'est pas exceptionnel. Je pense qu'on va fermer. Là, vous n'y serez pas. Et moi, ça compte un peu. La pub. Ouais. Tu veux dire juste le câble bleu et après on remet le... Ah ah. Ça. Voilà ça. Oui. Voilà. C'est bon? Ah ah. Donc, on est obligé un petit peu d'essayer de rentrer dans la peau des diverses populations environnantes et des Roms au milieu pour pouvoir essayer de comprendre. Bon, ce n'est pas une attitude très classique depuis le 19e siècle en Occident, mais je m'abrite là-dessus derrière ce que dit le professeur Ashok Kelkar, professeur de sanskrit à Pune, qui estime qu'un atout d'importance dans la reconstruction historique est la capacité d'imaginer les personnages impliqués dans tel ou tel événement, non comme des ombres vénérables, ou au contraire exécrables, mais comme des êtres humains de chair et d'os, tout comme nous. L'exercice est délicat, il peut conduire au subjectivisme, le danger est grand, mais le danger d'une prétendue distance et neutralité, toutes deux illusions du positivisme, en termes d'histoire, est tout aussi réelle. Et ça, c'est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a eu cette histoire qui était écrite sans chronologie pour justifier les États, les rois, les religions, etc. Puis on a introduit la chronologie. Mais l'histoire était pro-domo, elle continue à être pro-domo. Puis on a eu cette idée de s'éloigner de l'histoire. Ça a été l'illusion du 19e siècle. Puis après, au 20e siècle, il y a eu cette nouvelle vision de dire que on a beau s'éloigner, on est toujours subjectif. Ce qu'il faut, c'est tenter d'être conscient de cette subjectivité et de la limiter autant que possible. Et je pense que l'apport de Ashok Kelkar, c'est aussi important pour entrer dans une vision plus humaine de ce qui s'est passé. Avant d'aborder les autres Ottomans proprement dit, je voudrais évoquer 3 pistes pour des
des études ultérieures qui montrent cette question de savoir s'il y a eu des attitudes de profil politique chez les Roms. La première question, c'est le premier contexte, c'est celui des premiers Roms qui arrivent en Europe, qui se présentent comme pèlerins, devant expier l'abjuration de leur foi chrétienne sous la pression des musulmans. Ce qu'on constate, c'est que, quel que soit l'endroit où on a les documents en Europe, le discours est le même. Et à l'époque, il n'y avait pas de communication comme aujourd'hui pour faire passer les messages. Et des distances grandes. Bon, la première occurrence, c'est quand le dit comte André va à Constance, lors du concile de Constance, et demande des lettres des sauf-conduits à Sigismond, qui n'est pas empereur, mais qui va le devenir peu après, en expliquant qu'ils ont dû renoncer à la chrétienté, à la foi chrétienne, sous la pression des musulmans, mais que pour ça, et que pour récupérer leurs terres, qu'ils ont perdues pour cette raison, ils ne pouvaient les récupérer que si le pape leur en donnait l'autorisation. Et pour obtenir cette autorisation, ils devaient faire 7 ans de pèlerinage. Alors c'est 7 ans qui vont durer pas mal de temps, puisque c'est reconduit, tous les sauf-conduits reprennent 7 ans en général, parfois 5 ans, mais en général c'est 7 ans. Mais que ce soit en Espagne, en Hollande, en Hongrie, en Bohême, en France ou n'importe où, on a ce texte. Donc, on peut se poser la question de savoir s'il y a derrière ça une volonté, une compréhension de la société européenne qui fait que les chefs de bande, ou les capitaines, comme on les appelait à l'époque, chefs et capitaines, ça a la même étymologie, bien sûr, avaient une vision globale de l'Europe. Et c'est tout à fait possible, parce qu'ils ont dû intégrer la notion de pèlerinage. Et de pèlerinage expiatoire, ce qui n'était pas forcément une donnée de départ à l'arrivée en Europe. En plus, ça veut dire qu'ils ont pu faire passer le message, donc ils maîtrisaient les langues. Münster disait déjà, ils parlent aisément l'allemand en Allemagne, l'italien en Italie, le français en France, et ils ont leur propre langage, un jargon que personne ne comprend. Bon, on a déjà ça bien avant, deux ou trois siècles avant. Je vous montrerai tout à l'heure des textes de l'époque. Donc, un sujet d'étude, ça pourrait être qu'est-ce qui sous-tend ce langage commun sur un pèlerinage expiatoire? Qu'est-ce que ça exprime? Et quelle était la volonté de ces chefs, de ces capitaines, en demandant des sauf-conduits? Est-ce qu'ils avaient une vision du lendemain, etc. Donc ça pourrait être un sujet d'étude. Je pense qu'il y a relativement assez de matière pour en tirer des conclusions. Est-ce que vous pouvez situer cette matériel? Alors le premier, c'est 1417, pendant le congrès de... Pas le congrès, le concile de Constance, vous savez, ce concile des 3 papes. Avant ça, sur le lac de Constance, avant ça, on avait 3 papes, dont 4 étaient faux. Et c'est là que Zygmunt ou Sigismond rassemble les prélats, etc., pour trouver un pape. C'est Martin V qui en sort, qui donne d'ailleurs une bulle de protection au Rome, pas à Constance, mais quelques années après à Rome. On avait ces 3 papes-là, en concurrence, on dirait aujourd'hui maintenant, c'est la concurrence, on va voir le meilleur. Et à partir de ça, on a la lettre toujours de Sigismond, mais devenu empereur entre-temps en 1023, à Spišský hrad, aujourd'hui en République tchèque. Et puis on a en France un certain nombre de documents comme ça. Ça doit tourner autour d'une quarantaine de documents émanant de beaucoup de pays qui consignent que les Roms se sont présentés comme pèlerins devant expier leur abjuration, etc. Un peu plus tard, on a en France la situation qui se pose de questions, qui amène la question, y avait-il une politique commune? Et là, on a affaire à un certain nombre de comtes, de ducs, etc., de Petite Égypte, les premiers étant Michel et André, donc vous voyez des noms très locaux,
Et je vais vous lire un certain nombre de prénoms et de noms de famille qui font patache dans le paysage onomastique français. Thomas, Philippe, Pierre, Barthélemy, Nicolas, Jean, Martin, Georges. Tout à fait chrétien. Et les noms de famille, souvent en la Barrière, la Brande, la Chenée, la Coste, la Croix, la Fontaine, la Forêt, la Grave, la Haie, la Pierre, la Prade, la Rivière, la Roche, la Tour, la Vigne, du Moncel, du Moulin, l'écarlate, la fleur, la jeunesse, la rose, la verdure, la violette, l'escuyer, etc. Il y a quelques mots d'allure exotique, comme Dodo, Garochal, Piri, Tolo, Rocco, Crélias. Crélias, c'est un nom d'homme, malgré l'apparence. Paolo, Dilecto, Vitesse, bon, on voit bien d'où ça vient, Tero, etc. Mais Dodo, malgré son apparence exotique, c'était quand même le nom d'une famille noble de Lorraine, mais avec un T à la fin. Voilà, et on a une grande similitude de comportement entre tous ces gens. Ils arrivent dans une zone, ils négocient avec les autorités, ils obtiennent une aide, ils signent un reçu, on a tout un tas de reçus dans les archives départementales et régionales, de reçus de capitaines de Rome qui ont signé, qu'ils ont bien reçu tel truc, qui se sont engagés à rester 2 jours, 3 jours, 5 jours, etc. Et ils continuent. Parfois, ils restent sur place pendant plus longtemps. Lorsqu'ils restent sur place, ils se lient avec des familles nobles, et les enfants qui sont nés sont baptisés ayant pour parrain des nobles. Et ça, c'est à peu près le même scénario qu'on a depuis les Flandres jusqu'au sud. Voilà. Et donc, est-ce que c'est une politique, ça? Est-ce que c'est une attitude spontanée? Est-ce que c'était réfléchi? Est-ce qu'il y a eu des contacts, des échanges? Voilà, c'est les questions qu'on peut se poser. Le troisième point, c'est tout à fait sous d'autres cieux, c'est les principautés danubiennes, de Tsararomoniaska et de Moldavie. Je dis Tsararomoniaska non pas par pédanterie, mais parce que le mot Valach étant un mot insultant tout au cours de l'histoire, je préfère ne pas insulter nos amis de là-bas, même si le caractère insultant a été largement oublié. Et là, on a, comme vous le savez, 5 siècles d'esclavage des Roms et de quelques populations du sud de la Serbie aussi. Mais on a, comme dans tout esclavage, des marrons, des gens qui vont fuir dans la forêt, dans le maquis, là-bas c'est le Kodrou, et qui vont s'opposer, qui vont rester en dehors, qui vont faire quelques razzias de temps en temps chez les riches, peut-être pour redistribuer aux pauvres, ça c'est ce qu'on dit, mais on n'a aucune preuve. Et là la question qui se pose, c'est de savoir si ces marrons, ces netots, comme on les appelle, ces cinglés, avait une véritable politique, avait une analyse d'une politique de la libération, on pourrait dire, ou si simplement ils en avaient assez d'être sous le joug de l'esclavage, qu'ils avaient rejoint le Kodrou, où il y avait pas mal de brigands aussi. Il n'y avait pas seulement des gens qui luttaient pour les droits de l'homme et la liberté, loin de là, et qui vivaient comme ça. Donc est-ce que c'est un cas de politique concerté, réfléchi, ou est-ce que c'est simplement un mouvement spontané? L'un des problèmes, c'est qu'il ne s'en a pas laissé de souvenirs. L'esclavage ne laisse pas de souvenirs. Les esclaves des Antilles n'ont aucun souvenir, à part ce qu'ils ont appris à l'école, de l'esclavage de leurs ancêtres. Pour les Noirs, c'est la même chose. De même que les génocides ne laissent pas de mémoire, de même que l'histoire ne laisse pas de mémoire. L'histoire, c'est une chose qui était... J'ai commencé tout à l'heure quand le téléphone a sonné, donc je finis l'idée que j'avais commencée, c'est que l'histoire, à part au début son but pro domo pour justifier les pouvoirs en place, qu'ils soient religieux, économiques, idéologiques ou individuels dans les dynasties, ça n'existe pas, c'est une invention européenne. Donc on nous pose souvent la question, pourquoi les Roms n'ont pas d'histoire? Parce que les Roms n'ont pas d'histoire parce que dans le monde entier, il n'y a pas d'histoire. Donc l'Europe, pratiquement, qui a inventé ça. Et ceux qui ont copié l'Europe, y compris par la perversion de l'histoire pour justifier
leur libération du colonialisme pour justifier le pouvoir qui est mis en place. On voit bien ça en Afrique du Nord, par exemple, avec les histoires qui copient tout à fait l'histoire jacobine française d'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Voilà, le Japon a une histoire, les Chinois ont une histoire, mais c'est des types d'histoires qui autrefois étaient assez différentes de la vision occidentale et qui même maintenant, évidemment, au niveau, il y a des échanges, donc il y a une certaine harmonisation de la vision de l'histoire, mais l'histoire en tant que telle n'est pas une donnée première de la culture d'un peuple. La mythologie est beaucoup plus proche de ce que la culture spontanée va produire qu'une histoire systématique, argumentée, documentée, etc. Voilà, donc c'était pour vous dire que ce n'est pas une exception, le cas des Roms, et même si maintenant, sous l'influence des sociétés occidentales, on va essayer de refaire cette histoire, et du côté des Roms, dans cette politique, dans ces attitudes, qualifiables ou non de politique, vis-à-vis de la société occidentale. Mais j'en reviens maintenant à l'Empire ottoman, puisque c'est l'objet de mon baratin. Là aussi, on a peu de sources. Mais on en a plus que ce qu'on pensait. Vous lisez un peu partout, il n'y a pas de sources. En fait, c'est pas vrai. De même que pour le départ de l'Inde, on lit partout, il n'y a pas de source, donc on ne le saura jamais. En fait, il y a quand même 20 ou 25 textes, certains se reproduisant les uns les autres, évidemment comme dans toutes les archives, mais 20 ou 25 textes qui racontent soit le contexte, soit le fait de la déportation au début du XIe siècle. J'ai fait la liste quelque part, j'ai publié ça en Pologne il y a 2 ou 3 ans. Donc on a au moins la liste, on a certains passages, etc. Donc les choses existent. Même chose dans l'Empire ottoman, on a beau dire qu'il n'y a rien, on est arrivé à une cinquantaine de documents. Bon, évidemment, pour 5 siècles, c'est pas grand-chose, mais on ne peut pas dire que c'est rien du tout. C'est un relatif silence, quand même. 50 documents pour 5 siècles, ça fait un texte tous les 10 ans, sauf qu'ils sont évidemment groupés par période, et c'est beaucoup moins que pour l'histoire, par exemple, de l'église de Sardaigne, ou des Bretons, ou d'une dynastie lorraine quelconque, ou des Anjou et compagnie. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir à travers ces textes comment on peut percevoir l'intégration, puisque le mot est très, très, très à la mode. Je crois que vous l'avez... C'est pas possible, je l'avais éteint. Non, ces machins, il faut les mettre dans l'eau. Hein. C'est comme les chats. Pardon. Ok, ciao. Je sais pas comment. On peut tordre le cou, je suppose aussi. Mais ça coûte cher quand même. Hein. Il faut attendre que la pile soit vide. Ouais, c'est pas faire. J'ai pris ça, je l'ai jamais ça, c'est mon ennemi, jamais. Mais comme le hongrois est perdu, eh bien, il est obligé de trouver un lien avec lui. Voilà. Alors, on a peu de documents. Alors, on a plus de documents en Roumélie, c'est-à-dire la Turquie d'Europe, qu'en Anatolie. En Anatolie, on a 3 ou 4 documents, tous les autres venant de la Roumélie. Alors, représentez-vous la Turquie avant Suleiman le Magnifique. J'avais fait une carte qui est comme un papillon avec une aile en Roumélie et une aile en Anadole ou en Anatolie. Et c'est vraiment très symétrique, avec le corps, là, Marmara qui fait le corps du papillon, le thorax étant à Istanbul, etc. Et c'est ça. Après ça, il y a eu les conquêtes arabes. Donc, évidemment, ça a beaucoup déséquilibré le papillon. Mais là c'était comme ça. D'ailleurs, les lois n'étaient pas les mêmes dans les terres arabes que sur les lois du papillon. Il n'y avait pas de Rome non plus dans les terres arabes. Et avec c'était très symétrique. Et un point, c'est que la Roumélie avait toujours la priorité sur l'Anatolie.
Parce que l'Empire ottoman se considérait comme un État européen. Il ne se considérait pas comme un État asiatique. Il se considérait comme un État. Tous les textes montrent qu'eux, ils se disent on est européen, c'est tout. Ça s'arrête là. Et d'où cette priorité de la Roumélie, de tous les. Du Beylerbey de Roumélie sur celui d'Anatolie, de tous les ministres, etc. Alors, un point qui montre une différence de traitement des Roms par rapport aux autres, c'est que, comme vous le savez, il y avait les musulmans qu'on appelait turcs. Hein. Les Turcs musulmans, à l'époque, c'était synonyme. D'ailleurs, dans certaines langues balkaniques, la synonyme existe encore. Poturciti, c'est se convertir à l'islam en serbe. On a cette... Et puis les autres, qui sont les dhimmis, les protégés, etc. Et ces dhimmis, ils ont cette spécificité qu'ils doivent payer la jizya. Cet impôt qui montre leur infériorité, qui montre une compensation par rapport leur manque de culture vis-à-vis de l'islam, qui montre aussi qu'il peut être un impôt qui soit protégé en tant que mécréant, protégé par l'État ottoman vis-à-vis des dangers, etc. Une espèce de raquette aussi, hein, comme la mafia qui fait payer les commerçants pour qu'ils ne soient pas massacrés. Tout un tas d'explications, je n'entrerai pas dans les explications, puisque ça c'est un sujet de polémique énorme qui sort du domaine de l'histoire proprement dite et qui touche l'affectif et le religieux énormément, et ce n'est pas notre sujet. La spécificité des Roms, c'est que les Roms musulmans payaient la jizya. Aucun musulman ne payait la jizya par définition, mais les Roms musulmans payaient la jizya. La seule différence, c'est qu'ils en payaient moins. Les autres, les gaours, les mécréants, les orthodoxes et autres, ils ont payé 25 akçe. Akçe, c'était pas énorme, c'était un demi-gramme d'argent par an, alors que les musulmans payaient 21 akçe par an au lieu de 25. Mais c'était quand même dans les mêmes eaux. Alors pourquoi cette différence? Là, le chiffre de 22, non, c'est 22 akçe au lieu de 25. C'est le firman de 1530 de Suleiman le Magnifique. Et c'est lié au fait que la foi des Roms, leur islam, chancelle et glisse. C'est une foi qui chancelle et qui glisse. Une foi qui chancelle et qui glisse. Pour comprendre cette expression, il faut la réintégrer dans le système d'émilettes instauré par Mehmed II. Donc celui qui est entré dans Constantinople moribond. Alors je ne sais pas si ça arrive à quelque chose. Vous voyez le système vous voyez le millet là, c'est le premier millet, c'est celui des musulmans. Peut-être on va effectivement, si vous voyez bien, on ne va pas se fatiguer à baisser les volets. Hein. Voilà, le sunna millet, alors millet, ça vient de mila en arabe, qui est le peuple. C'est la singularisation d'un ancien pluriel. C'est un mot bizarre parce qu'on le trouve même avant cette période, déjà dans certaines structures persanes, on a ce mot alors qu'il n'y avait pas vraiment de contact avec les Arabes. Donc ça, je laisse aux spécialistes le soin de chercher si l'étymologie classique venant de Mila, le peuple, est réelle ou si c'est une étymologie hybride, par attraction paronymique, par un autre mot, etc. Ça, c'est à voir. En tout cas, à l'époque qui nous intéresse, l'année de la prise de Constantinople, Mehmed II, le vainqueur, organise cette structure des millettes. Évidemment, le premier millet, c'est le sien, c'est celui des musulmans. Et puis, le deuxième millet, ça va être celui des Grecs, avec le patriarchos, qui est le patron, le millet bâcheux, la tête du millet, qui sont plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux que les musulmans, plusieurs fois plus nombreux que les musulmans. Et Mehmed comprend que ses meilleurs alliés, ça va être les Grecs. Lui, en tant qu'empire, en tant que sultan ottoman,
il comprend que les Grecs sont une force qui va être de son côté. Elle va le rester pendant très 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 longtemps, jusqu'aux guerres de libération au 19e siècle, qui va être un appui très très fort pour le sultan. Donc c'est le millet Roum est officialisé dès l'année de la prise de Constantinople. À ceci s'ajoute le Yahudi millet, ou milleti et Yahudi, le millet juif, qui n'est pas très nombreux, mais il y avait pas mal de juifs sur l'ensemble de l'Empire, avec son chef aussi, qui est le grand rabbin de Boursa, et ensuite il est transféré à Istanbul. Il sait aussi, Mehmet, que les juifs vont être un appui important pour lui, donc il en fait millet, mais il ne l'officialise pas. Il sera officialisé 3 siècles après. Curieusement, le rabbin, ou comment il appelle en hébreu, Acham Bache, c'est moitié hébreu, moitié turc, il va siéger au divan, alors que les autres chefs des autres millettes, les autres bachelars, vont pas siéger. Lui, il va siéger, alors que son millet n'est pas officiel. Il sera officialisé qu'en 1810, je crois. Et puis le troisième millet, qui est assez nombreux, c'est le millet appelé arménien. Et en fait, c'est pas seulement arménien, il y a une quantité d'autres églises orientales dedans. Bon, il y a les Arméniens, bien sûr, les Syriaques, les Nestoriens, les Coptes, les monophysites, les Bogoumiles aussi sont rattachés à ce millet. Et son existence est expliquée par un fait qui est souvent oublié dans l'histoire de l'Asie mineure, c'est que les églises orientales, mais orientales au carré, si vous voulez, celles qui étaient vraiment à l'est de l'Anatolie, étaient en conflit ouvert avec l'église orthodoxe grecque. On a l'impression, quand on lit les récits de musulmans qui sont contre les chrétiens, en fait, les Arméniens et les autres, les Nestoriens, les Maronites, etc., de l'est de l'Anatolie, très souvent, ils vont s'allier aux musulmans contre Constantinople, qu'ils accusent de tous les maux, de perversion, de corruption, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Et quelle est la place des Roms dans tout ça? Ah oui, puis il y a les petits millettes après. Alors, les petits millettes, c'est la deuxième vague de petits millettes. Au 19e siècle, il y a les catholiques arméniens, les arméniens grégoriens, les orthodoxes bulgares, parce qu'évidemment, le problème de l'autocéphalie et compagnie, les latins catholiques, parce qu'il y avait de plus en plus de latins, notamment des Vénitiens, des comment ça s'appelle là-bas, cette ville, j'ai oublié, enfin, Génois, voilà. Des Génois qui venaient s'installer partout, donc ils ont eu leur millet. Il y a eu les Caraïmes, les Maronites, les Melkites, les Nestoriens ont été séparés en tout cas certains des Arméniens. Les Arméniens protestants, ils ont commencé à se convertir au protestantisme. Les protestants arabes, les catholiques syriens, les jacobites, les samaritains, etc. Ça en fait 18 en tout. Les 4 grands et les 14 petits. Ça, c'est au 19e siècle. Mais ça ne nous concerne pas dans la question des Roms, puisque aucun Rome n'apparaît dans ces millettes. En revanche, et là, je ne sais pas si vous voyez apparaître le mot Rome, là où ils en sont, Roma, sauf dans le millet juif, il y a des Roms partout. Alors pourquoi? La première raison, c'est que les Seldjouks qui avaient amené les Roms, les proto-Roms, on pourrait dire, du Khorasan, aujourd'hui au nord de l'Iran, au sud de Turkménistan, depuis après la première déportation jusqu'à cet endroit, ils ont pris le relais, si vous voulez, des Ghaznavides, après la bataille de Dandanakan en 1040. Quand le mouvement est allé vers l'ouest, ils avaient laissé à leurs goulam, à leurs troupes comme ça, la liberté confessionnelle, à condition qu'elle n'interfère pas avec les problèmes politiques, économiques, etc. Et donc, les proto-Roms étaient arrivés en Asie mineure, sans doute, avec des restes des réminiscences, pas des confessions, mais en fait des visions du monde,
puisque ce n'est pas des religions, on ne peut pas dire de religion, des convictions indiennes. Et en arrivant en Asie mineure, ce qui se passe, c'est que la grande majorité des Roms vont se convertir, vont prendre le rite grec. Ils ne vont pas suivre les Turcs, ils vont, la grande majorité, surtout dans la région du sud-ouest de l'Asie mineure, où il y avait une population grecque. La population grecque était partout, hein, au moment de l'arrivée des Ottomans. Pas des Ottomans, pardon, des Seldjouks. Mais il y avait des centres culturels plus importants, et depuis Izmir jusqu'au sud, c'était très, très riche comme région, et là-bas vont passer les Roms beaucoup de temps. Donc la grande majorité rentre dans le millet roum. Certains vont directement passer au millet musulman, d'autres, par l'intermédiaire du millet roum, vont beaucoup plus tardivement, au XIXe siècle, entrer dans le millet musulman. Et puis, ici, on a ce cas particulier des Roms qui entrent dans le millet arménien. Alors, pourquoi rentrer dans le millet arménien quand on vient d'Inde? Il y a tout un tas de raisons. La première, c'est que ces Roms, ou ces Tchinguénés, qui sont dans le millet arménien, en fait, ce n'est pas des Roms. Pour ranger les choses, l'histoire n'est jamais très simple. Il s'agit de Coptes. Les Coptes, de Coptes qui avaient dû fuir l'Égypte au IVe siècle, à l'époque de Dioclétien, et qui étaient venus s'installer dans les Balkans en suivant une trajectoire par l'Est. Et un bon nombre étaient restés en Asie mineure, auprès des Arméniens, mais pas seulement, et les autres étaient arrivés dans les Balkans, donnant naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les Balkano-égyptiens ou Ashkali en serbe. Et donc ces Coptes sont mélangés, enfin ils font partie du millet arménien. Les Seldjouks savent très très bien de qui il s'agit, mais lorsque les Seldjouks cèdent le pas aux Mongols, puis ensuite aux Ottomans, les Ottomans qui viennent du nord de l'Asie mineure, donc ils ne connaissent pas vraiment la situation à l'est et au sud, ils les mettent dans le même sac que les Coptes, qui sont appelés soit Coptilaires, soit Coptianes. Et le mot Tchinguéné devient une espèce de mot interchangeable pour avec Tchinguéné et Copte, dans la même confusion qu'on observe en France à l'heure actuelle entre gens du voyage et Roms qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble, mais qui sont mélangés par les autorités parce qu'ils les arrangent. Alors dans le cas de l'Empire ottoman, je ne sais pas si ça les arrangeait vraiment, c'était peut-être tout simplement par ignorance des autorités qui n'avaient pas de contact véritable avec le peuple. Mais cette confusion entre Égypte et Inde venait d'une autre confusion, c'est qu'à l'époque, la planète Terre était vue comme un lahmacun. Vous savez, ces pizzas longues, comme ça, où on a au centre la Méditerranée. D'un côté, on a le pôle blanc, où on sait très bien que dans l'Europe, les gens sont blancs, plus on va vers le nord, plus ils sont blancs. Et de l'autre côté, quand on va d'un côté de la mer Rouge, on trouve des noirs, puisqu'on va en Inde, les Dravidiens sont noirs. Quand on suit l'Égypte et l'Éthiopie, on trouve des noirs. Et donc, au sud de cette mer, ils pensent qu'il y a un continent immense, d'où les gens viennent noirs, soit par l'est de la mer Rouge, soit par l'ouest de la mer Rouge. Et on a des cartes qui disent pas exactement, parce que les cartes, c'est une notion assez ancienne. On décrivait, Ptolémée, etc., décrivait les terres, et les cartes dites de Ptolémée, elles ont été faites 1000 ans après, ou 1500 ans après la mort de Ptolémée, selon les descriptions discursives qu'il avait faites. Et ces descriptions, et les gens qui ont fait ces cartes connaissaient déjà la forme du globe, ou du moins la forme des continents. Ce n'était pas encore globe à l'époque, mais la forme des continents. Donc ils ont été influencés. De toute façon, Coptes, qui étaient vraiment ici rattachés aux Arméniens, et les quelques Roms qui ont été rattachés aux Arméniens, faisaient une partie du troisième millet. Ce qui fait que leur foi était considérée comme à la fois glissante, je disais tout à l'heure, et chancelante.
Mais cette idée de chancelante, elle remonte à bien avant. Puisque je trouve deux textes, plus, mais enfin, il y en a deux qui sont très, très, très expressifs. Je ne sais pas si je les ai ici. Attendez. Ah oui, sur la clé peut-être. Qui nous raconte. C'est des textes de pèlerins du XIVe siècle. Donc vous voyez, ça remonte bien avant. Là, je vous ai mis les photos du congrès, là. Voilà. La journée politique romaniste, ça ressemble un peu à ça. Voilà, Ludolf Schilder. Je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est un peu petit. En plus, là. Qui parle des mandopolis, ou mandipolis, plus exactement, il faudrait dire mandipolis, c'est les cinglés aussi. D'ailleurs, il est possible que Netots, ça soit simplement une traduction de mandipoli. Où il disait que ces gens-là, blablabla, et on dit qu'ils sont égyptiens, de la famille du pharaon. Fures optimi, 1336, hein, 1336, Fures optimi, les meilleurs des voleurs. Hein. Valls n'avait pas lu ça, mais je pense que... avec les Grecs, ils sont grecs, avec les musulmans, ils sont musulmans, et ainsi de suite avec les autres. Et l'autre texte qui est un petit peu comparable, là aussi je vais essayer de vous l'agrandir. Voilà. Et qui dit... Il faudrait monter. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Et ces gens, dans n'importe quel lieu qu'ils se trouvent, des chrétiens ou des hérétiques ou des musulmans ou de n'importe quel autre humain auquel ils parviennent, il y a la note 17, l'un des textes porte en plus ou des Turcs ou des Tatars. Tant qu'ils ne sont pas parmi eux, aussi longtemps, ils suivent tout leur rite, leurs mœurs et leurs habitudes. Et partout, n'importe où on jeûne, ou qu'on se célèbre, ou qu'on fait des fêtes, ou qu'on mange et qu'on boit, ou qu'on est triste, ou qu'on se plaint, ou qu'on se réjouit, eux-mêmes, ils font la même chose. Donc on a ces Roms caméléons qui arrivent partout où ils sont. T'es musulman, moi aussi. T'es chrétien, t'es grec, moi aussi. T'es roum, ah ben ça tombe bien, moi aussi. Et tu pleures, allez moi aussi, je vais pleurer. Et on a ça, donc et ça se remonte à 1364. 1364, c'est le petit père Johann von Hildesheim, un carmélite qui avait fait ses études à Strasbourg, à Paris aussi. Et quelque part dans le sud, je ne sais plus à quel endroit. En tout cas, Paris, Strasbourg, il avait fait des études. Ensuite, il a été chef d'un Carmel au centre de l'Allemagne. Et il les présente, c'est l'histoire des rois mages, hein, de 1364. Que les Roms sont grecs, c'est-à-dire orthodoxes de rite grec chez les Grecs, etc. Donc, dans ce bassin méditerranéen, dans le contexte d'une Europe et d'un Proche-Orient ottoman, tous deux structurés par les clivages religieux, évidemment, ce point est négatif. Quand on suit, comme un caméléon, la religion locale, c'est qu'on a la foi glissante et chancelante. Et ce que disait Mehmed II était la même chose qui était dite par, Suleiman Kanounou. C'était la même chose que ce qui était dit en Occident. Et on trouve dans Krantz, dans Mégisser, dans, qu'est-ce qu'il y a encore,
dans Vulcanius, dans tous ceux qui, à partir du XVe ou du XVIe siècle, écrivent sur les Roms, qu'il s'agit de personnes qui n'ont aucune conviction religieuse et qui changent de religion selon l'endroit où ils sont. Donc ils sont méprisables à ce niveau. Et c'est là que les questions que je pose. Cette question de caméléon, cette attitude de caméléon est-elle délibérée, liée à une vision du monde, une philosophie, peut-être une philosophie indienne, parce qu'en Inde, c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas des religions, c'est des convictions, et on peut, comme au supermarché ou comme au libre-service, prendre dans les différentes convictions un petit peu de chaque. On peut prendre du brahmanisme, on veut prendre du védisme, on veut prendre un peu de jaïnisme, on se saupoudre avec du bouddhisme. Ah, puis il y a cette question en hindouisme qui nous intéresse. Voilà. On se compose, c'est la salade composée. Ce qui est difficile ici. Parce que quand on observe bar mitzvah, en général, on ne va pas rajouter la communion sur l'anel. Ça, je n'ai jamais vu faire ça. Alors qu'en Inde, c'est différent. Donc, est-ce que c'est une vision par inertie, de la façon dont les Roms vivaient dans le continent indien, et qui avaient gardé cette vision du fait que les Seljouks, qui avaient conduit les proto-Roms du Khorasan en Asie mineure, leur avaient laissé la liberté de confession, d'où leur séparation dans les 3 millettes. Est-ce que c'est ça qui est l'explication? Et comment les Roms se situaient vis-à-vis de cette discrimination fiscale? Parce que j'en reviens au fait que, même musulmans, ils devaient payer la jizya. Rien n'est dit dans les textes de la façon, évidemment, ils ne devaient pas être très contents de payer. Si on a des textes, on a 2 ou 3 textes de Bitola, monastyle, qui racontent que tel type, bon, je ne veux pas payer la jizya en tant que Rom musulman parce que je ne suis pas Rom. Et on dit, oui, mais ton père était Rom et ta mère aussi. Oui, mais moi je suis musulman. Oui, mais ça compte pas parce que tu es quand même Rom. Donc voilà. On a à Bitola, on a un texte comme ça. D'ailleurs, j'ai grâce à Todorovski, j'ai la photocopie de l'original en ottoman. Mais la question, c'est de comparer avec les autres ethnies dans le cadre de l'Empire ottoman. Les Grecs, les Kurdes, il ne faut pas les oublier, les Arméniens, les Arnaoutes, qu'on appelle aujourd'hui Albanais, les Eflaks. Alors pourquoi je dis Eflak? Pourquoi je ne dis pas Roumain? Parce que le terme de Eflak couvre beaucoup plus de population que les Roumains de Roumanie, que les Daco-Roumains proprement dit. Quand on dit chez les Turcs Eflak, c'est à la fois les Roumains, les Daco-Roumains, c'est aussi les Moéso-Roumains, qui sont une minorité roumanophone très ancienne du sud de la Serbie, qui continue à parler aujourd'hui le roumain, le Moéso-Roumain, qui est, si on peut dire, un Roumain. C'est pas un Roumain ancien, c'est un Roumain qui n'aurait pas subi la relatinisation, qui n'aurait pas subi toutes les travaux depuis Cantemir jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que fait l'Académie des sciences, de mise à jour. Non, eux, ils ont gardé le Roumain de l'époque non touché. Et ils sont oubliés, en général, du monde scientifique, tout simplement parce qu'ils sont serbes. Alors vous allez me dire, ils sont roumains ou ils sont serbes? Justement, on retombe dans la vision ottomane, où on n'est pas une nation par sa langue ou sa culture, on est une entité religieuse par sa religion. Et quand on va aller les voir, là-bas, à Bor, par exemple, ou jusqu'à Kruševac, même, il y en a, à Kragujevac, dans la périphérie, il y en a beaucoup. On parle roumain avec eux, un roumain très paysan, et puis à un moment ils disent ben, on est serbe, ou je suis serbe, Miss serbe, parce qu'ils disent pas sunt, ils disent Miss serbe, comme on dit à Tournou Severin, etc. Et ils me disent mais pourquoi t'es serbe? Ben, je suis serbe puisque je vais à l'église serbe. Donc c'est encore, ils ont gardé cette vision, ils se définissent comme serbes. Évidemment ça arrange les autorités locales, qui se définissent comme serbes, ça fait une minorité en moins, hop, même s'il y a 2 ou 3 personnes qui ont travaillé, de Panchevo, qui ont travaillé sur eux, il n'y a pas eu de véritables travaux jusqu'à présent. Mais ils sont un certain nombre. Il y a eu une migration importante. Certains ont migré dans les principautés danubiennes, ont été esclaves, au même titre que les Roms, d'où la confusion avec les Roms. Et de là, certains sont repartis vers l'Autriche en Hongrie, où ils sont toujours aujourd'hui, sauf qu'il n'y a plus d'Autriche-Hongrie, il y a la Croatie, il y a la Hongrie, mais c'est les 2 endroits où
où on les trouve. Donc les Turcs étaient très très conscients de ça, et ils appelaient ces eflaks, ces moéso-roumains, ils les appelaient des Tchinguénés, mais ils leur faisaient payer le même impôt, ils ne leur faisaient pas payer les jizya des Roms, ils leur faisaient payer le même impôt, dont j'ai oublié le nom, c'est un nom assez bizarre d'ailleurs, le même impôt que les Roumains proprement dit. Et puis comptaient là-dedans aussi les Aroumains, qui aujourd'hui sont un petit peu oubliés du paysage, mais qui jusqu'au XVIIIe siècle ont été une force, une puissance politique, économique et culturelle un petit peu moins, mais surtout économique importante. Bon, les Méglanono-roumains, je ne sais pas si les Turcs s'étaient aperçus de leur existence, mais ils couvraient tout ça dans l'ensemble de Eflak. Et donc l'attitude des Roms n'est pas spécifique, cette façon d'accepter la jizya, malgré les religions, de se fondre dans les différents millettes. Et là, je renvoie au travail de notre collègue Nicolas Pitsos, qui a fait une très bonne analyse du livre de Christopoulos, de Vassilis Christopoulos, et toi aussi tu es grec, où justement il montre l'attitude de la population grecque vis-à-vis de l'Empire ottoman. Chez les Grecs, l'aspiration à un État, en tant que tel, est l'apanage du milieu religieux nostalgique de Byzance, et non pas d'un vaste sentiment populaire. De l'autre côté, les orthodoxes slaves, avec les Serbes autour du patriarcat de Pétch et les Bulgares, de leur côté, sont mus par des questions internes à l'orthodoxie, d'indépendance à l'intérieur de l'orthodoxie, beaucoup plus que de construction d'une identité face à l'ottoman. Les Arméniens aussi manifestent très tard leur volonté d'indépendance, qui s'affirme vraiment, de façon visible, seulement avec l'arrivée des idées occidentales jeunes turques. Les Arnaoutes, les Albanais, plus tard encore, vont affirmer leur indépendance, suivis par les Kurdes. Encore plus tard. Et on sait la situation qu'on a à l'heure actuelle, puisque les Kurdes se sont affirmés après la création du Cumhuriyet, de la République turque. Et les Roms en sont encore restés à une étape ancienne. Là encore, on peut parler d'une politique, la volonté massive de rester intégré dans un système large et flexible, donc c'est cet empire ottoman, où chacun trouve sa place et une certaine prospérité familiale au jour le jour, avec d'une part la sphère privée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité, on devrait appeler identité ethnoculturelle, mais aujourd'hui quand on dit identité en général, c'est soit sexuel, soit ethnoculturel, comme s'il n'y en avait pas d'autres. Donc langue, structure familiale, tradition orale, droit coutumier, et un autre niveau, une autre sphère presque entièrement déconnectée de la précédente, la sphère publique où l'identité ethnoculturelle n'est pas pertinente, ou en tout cas moins que d'autres, comme l'appartenance à telle famille, à tel ou tel esnaf. C'est quand on fait des sandales, qu'on soit juif, rom, kurde ou roum, la sandale est à peu près la même chose. Donc sur le plan du marché, c'est à peu près la même chose. On a donc une identité ethnoculturelle qui, dans l'Empire ottoman, était à portée de vue, puisqu'on connaissait les gens, on connaissait la famille, on connaissait les ramifications de l'Endai, ce qu'on appelle Endai. C'est-à-dire, c'est pas par hasard que le mot Romani, pour désigner la famille au sens le plus large, ce qu'on appelle les tribus, etc., c'est un mot arménien. Ce n'est pas un mot qui vient de l'Inde, ce n'est pas une notion qui vient de l'Inde, c'est un mot arménien, Endai. Cette identité ethnoculturelle à portée de vue, à la différence des identités nationales, que les autorités nationales implantent par l'éducation. Chez leurs sujets, bon, c'est fini. Leurs sujets ou leurs citoyens, une identité ethnoculturelle devenue nationale au-delà de l'horizon visible, puisque ça va jusqu'à la frontière faite par les États, et on va enseigner à l'école aux enfants, voilà, tu es le frère de celui qui habite à côté de la frontière parce qu'il parle la même langue que toi, ou parce qu'il est né sous le même roi que toi, etc., etc. Donc c'est une entité, cette nation, c'est une entité invisible. On ne voit pas les gens, on ne voit pas, sauf maintenant avec la télévision, bien sûr, mais à l'époque on ne les voyait pas, ceux qui étaient à la frontière. Une identité qui couvre tous les connationaux, connus ou inconnus, dans une vaste nation professée par le pouvoir qui dirige. Bon, voici donc quelques réflexions sur la position des Roms dans un régime qui a disparu il y a 100 ans. Si l'on joint à cette tradition
qui, à mon avis, a bien pu laisser sur la vision du monde des Roms une empreinte durable, une empreinte de type de structure ottomane, ou de type impérial en général. La dispersion géographique et donc l'absence de perception de l'ensemble de la population rome, tant à portée de vue que dans un discours national émanant des pouvoirs central, on comprend mieux le retard, entre guillemets, très relatif à l'échelle de l'histoire, avec lequel apparaissent les premiers mouvements politiques roms. Et aussi le fait que ces premiers mouvements n'aient pas combattu pour une reconnaissance d'une nation romanie comme entité spécifique, mais d'une autre manière, celle que M. Pădure va nous expliquer cet après-midi avec le cas de la Roumanie, qui est très loin des revendications de type occidental. On comprend aussi pourquoi il a fallu attendre l'après-guerre pour observer la genèse de mouvements de type revendicatif et politique réfléchis, structurés, argumentés. La revendication ne fait pas partie du comportement d'une personne qui a de quoi bouffer normalement. Dans l'histoire, c'est un phénomène nouveau, puisqu'habituellement les révoltes apparaissent de manière assez impulsive, en réaction à une situation insoutenable et sans réflexion préalable, même si elles sont récupérées par la suite par un nouveau pouvoir, et même si ce pouvoir leur attribue a posteriori et rétrospectivement une dimension politique, idéologique, révolutionnaire, etc. Pour finir, je citerai une phrase d'une interview qui nous a fait beaucoup rigoler, mais qui était pleine de sens, du président des Roms du RSS, le professeur Gheorghi Demeter, professeur d'histoire du sport à l'université Lomonosov, en 90, au 4e congrès, et qui nous dit, alors on lui demandait, qu'est-ce que vous faites maintenant en Union soviétique, vous les Roms? Et il répond, tout comme notre secrétaire général, Mikhail Gorbatchev, fait sa perestroïka Gadjikani, nous aussi les Roms, nous faisons notre perestroïka Romanie. Alors je vous le cite parce qu'il a un accent tellement... Saramorov, генеральный секретарь, Mikhail Gorbachev, Kerelpeskiro, Gajika и перестройка. Viame les Roms, Kirasamari, Roma и перестройка. Voilà. Alors évidemment, ça a amusé tout le congrès, mais en fait, il ne faisait qu'exprimer la tradition d'intégration des Roms, au moins depuis les informations des pèlerins du XIVe siècle, dans la société qui les entoure. À condition, bien sûr, que cette société ne les exclue pas, ne les expulse pas, ne les extermine pas, etc. Et ça, c'est un minimum pour pouvoir être intégré. Mais aujourd'hui, qu'en est-il avec une société qui, au moins en apparence, lutte pour la justice, les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le progrès social, la solidarité, etc. Eh bien, il est possible qu'une forme nouvelle d'intégration des Roms requiert aussi d'intégrer ces nouvelles formes de combat, similaires à celles des Gadjés, quittant paradoxalement les attitudes romanies traditionnelles de surface pour adopter celles des sociétés environnantes comme acte plus romani encore de s'aligner sur les modes de fonctionnement des sociétés environnantes, tant d'ailleurs sur le plan politique que sur le plan religieux. Donc on aurait ça, que le fait que les mouvements roms d'après-guerre commencent à parler d'égalité, de participation citoyenne, etc., qui est décrié par les vieux qui disent « oui, mais nous, on n'a jamais été revendicatifs », en fait, au-delà du regard des vieux, représente une attitude vraiment romanie d'intégrer les visions du monde des sociétés traversées, d'intégrer les instruments conceptuels qu'elles offrent et de les utiliser à leur tour. Voilà, c'est l'hypothèse que je lance et on verra si dans la journée les études suivantes confirmeront ou non, et puis les années qui suivent, parce que ça n'est qu'un petit début.